Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Nous avons choisi pour ce soir quelques textes d'un auteur qui mérite d'être connu par les jeunes générations et qui s'appelle Rabah Bellamri. En tout cas, il a marqué la nôtre. C'est un récit d'enfance qu'il a appelé Le soleil sous le tamis, et Jean Desjeux, donc un des premiers critiques littéraires qui se soit intéressé à la littérature algérienne de langue française, en dit la chose suivante. Le récit de Bellamri, Le soleil sous le tamis, est plein de spontanéité, de fraîcheur, de vérité. Son vocabulaire ne manque parfois pas de verdeur que d'aucuns trouveront peut-être osée. Disons que cette verdeur est audacieuse et qu'elle fait partie, elle aussi, de l'authenticité et de la vérité du récit. L'auteur appelle un chat, comme le font les jeunes auteurs maghrébins d'aujourd'hui en général. Les réalités étant ce qu'elles sont, il n'est pas question de cacher le soleil avec un tamis. Sinon, pour vous présenter rapidement Rabah Bellamri, il est né en 1946 à Bougueha, entre la petite Kabylie et les hauts plateaux, en tout cas pas très loin de Sétif. Et Rabah Bellamri perd la vue en 1962. Donc il a fait le lycée Albertini de Sétif, l'école des jeunes aveugles d'El Biar, l'école normale d'instituteurs de Bouzaléha et l'université d'Alger. Et puis il poursuivra ses études à Paris en 1972. Récit d'enfance donc, que ce soleil sous le tamis, kaléidoscope de l'Algérie profonde, des villages et des petites villes de l'intérieur à la veille de l'indépendance. La vie quotidienne à la maison, dans la rue, à l'école coranique, à l'école communale française, est restituée sous tous ses aspects, graves ou cocasses, cruelles ou innocentes, tendres ou mutilantes. Voilà sur quelle page s'ouvre ce livre, Le soleil sous le tamis de Rabah Bellamri. Prête-moi ta plume. Notre village avait deux noms. L'un sentant fortement le terroir, Boga, l'homme à l'air de battage. L'autre apportait dans les maigres bagages des premiers colons, Lafayette, dont l'histoire nous était inconnue, mais que privilégiaient tous ceux qui avaient tant soit peu pratiqué l'école française et qui copiaient la vêture de l'étranger. Bâties au gré des commodités du terrain, ratatinées, les maisons offraient des façades orbes d'un gris tavelé. Leurs toitures briques étaient souvent panachées de verre, feuillage d'une vigne jaillissant d'une cour intérieure insoupçonnée. Étroites, les portes d'entrée donnaient rarement sur les lieux de fréquentation masculine. Première partie, la rue et les saisons. J'ai choisi de vous lire le premier texte de cette première partie, que Rabah Bellamri a appelé « Les petits ingénus ». Mon premier terrain de jeu est une grande route, hérissée de cailloux, dévorée de soleil et de mouches, qui s'étirait en contrebas de la maison de mes parents, reliant notre quartier au centre du village plus à l'est. On l'appelait communément la route du Beylik, reliquat de l'ancienne terminologie administrative turque, et elle était pour nous, enfants, synonyme de liberté et de fantaisie. Quand vous êtes sur la route du Beylik, qui n'appartient à personne, vous n'avez de compte à rendre à personne. Si un adulte, par besoin de vous faire la morale, s'avise à vous reprocher votre turbulence, contentez-vous de lui répondre « Mais
je suis sur la route du Beylik, et aussitôt vous le mettrez dans l'embarras. Rarement empruntée par les voitures, la route du Beylik accueillait tous les enfants du quartier, sitôt délestés de leur lange. L'exiguïté des habitations, ajoutée à l'écrasante tâche ménagère de la mère, était pour beaucoup dans cette émancipation précoce de l'enfant. Les enfants en bas âge étaient confiés à la sœur aînée, à qui incombait la charge de seconder la mère dans le ménage. Le grand frère ne daignait s'intéresser à ses cadets, jamais à ses cadettes, que bien plus tard, vers l'âge assurément moins préoccupant de 4 ou 5 ans. Ma fille, puisse Allah te combler de ses bienfaits et que ton itinéraire verdoie devant et derrière. Sors un peu ton petit frère, son âme est à l'étroit ici. Emmène-le sur la route du Beylik, suppliait ma mère. Chaque fois que j'entendais ces paroles, je frétillais d'aise et, en toute confiance, me précipitais vers ma sœur en piaillant « Barra, barra !» Si elle était de bonne humeur, elle s'accroupissait docilement devant moi et, aidée par ma mère alors particulièrement ravie, m'installait à califourchon sur ses reins douillés. Tandis que je lui entourais la taille de mes jambes et le cou de mes bras, elle glissait les mains sous mes fesses et m'en faisait un confortable coussinet. Lorsque ma compagnie n'était pas de nature à lui faire plaisir, elle me repoussait sans délicatesse en me signifiant qu'elle n'était pas ma mule. D'autres fois, elle me plaçait sur son dos, comme à l'accoutumée, faisait semblant de sortir, puis, dès qu'elle s'estimait à l'abri du regard maternel, me pinçait perfidement les fesses. Je me mettais à hurler, et elle me renvoyait avec empressement dans les bras de ma mère. « Entends-tu comme ton boss braille? Il ne veut pas sortir, je te le rends. Débrouille-toi avec !» lançait-elle pour se justifier. Au bord de la route, où ma sœur me déposait avant d'aller rejoindre ses camarades, je rencontrai une ribambelle d'enfants de mon âge, arrivés par un moyen de locomotion identique au mien. Comme moi, ils étaient pieds nus et portaient un tablier à carreaux, retroussé sur le derrière par une épingle à nourrice, précaution maternelle bien compréhensible. Certains arboraient un gris-gris d'encens au bout d'une ficelle passée autour du cou, et tous semblaient aussi heureux que je l'étais de se retrouver au grand air. Tout en vaquant à leur jeu, nos aînés avaient un œil sur nous, et de temps en temps, l'une ou l'autre, en se contorsionnant pour mieux impressionner, lançait à son petit protégé la mise en garde d'usage. « Attention, misérable, si tu manges de la terre, tu verras ce que tu verras. » C'était la hantise des grandes sœurs et des mères, car nous résistions difficilement à cette tentation, punie du reste avec la dernière sévérité. Pour en finir avec cette habitude, la mère n'hésitait pas à frotter les lèvres de son enfant avec un piment piquant. Nos rapports n'étaient pas des plus sereins. Pour une boîte de conserve, une capsule de bouteille, un tesson de vaisselle chatoyant, nous nous agrippions avec hargne en poussant des cris plaintifs. Nous faisions surtout usage de nos ongles. Aussitôt que le bruit de notre dispute arrivait à leurs oreilles, nos sœurs accouraient pour nous séparer. Ensuite, chacune prenait son frère dans son giron et se penchait avec anxiété sur ses blessures. Si d'aventure elle lui paraissait tant soit peu grave,
elle s'emportait avec vivacité contre le responsable, le qualifiant de démon, de chiot enragé et d'autres épithètes désobligeantes qui avaient tout fait de courroucer la sœur du prétendu agresseur. Sachant pareillement manier l'insulte, celle-ci répliquait avec véhémence. Le ton montait et les deux filles finissaient par se crêper le chignon dans les règles de l'art, ce qui ne laissait pas de nous emplir d'épouvante et de nous faire hurler de nouveau. De retour à la maison, les enfants qui avaient montré trop de mollesse dans la bagarre se voyaient souvent sermonnés par leur mère, soucieuse d'aiguiser leur pugnacité pour les affrontements à venir. « La prochaine fois, plante-lui tes ongles dans le cou et mords-le, le monstre, fils de monstre. Gare à toi si tu ne suis pas mes conseils. » Prête-moi ta plume. ما يعلم به غير قلبي من قال لي قاع اهدر ونخبرها انا بعذابي ماني جابر عليه وين بسببها راني قاسي وبقيت موسوس خلاص ما نهبل على ظهري. خلاص ما نهبل على ظهري. ويلا بيضاء موليات العينين بيد قلبي راه مباصي بالما نعرفك في الدونجي عرف الباصي حصل واليوم تودا شونجي نسيتيني في عشقي الاول شكون الغالي وهضر لي اسمعني وفهمني. الغالي وهضر لي اسمعني وفهمني. وتندير
Les enfants dorlotés plus qu'il n'en faut voyageaient fort tard sur le dos de leur sœur, jusqu'à l'âge de 4 ans, et parfois au-delà, ce qui ne devait rien avoir d'une partie de plaisir quand le petit mignon avait de l'embonpoint et des exigences d'itinéraire qu'il fallait satisfaire sous peine de le contrarier. Tel ne fut pas mon cas. D'abord, j'avais un corps diaphane. Ensuite, vu le caractère grincheux de ma sœur, dont la manie de me pincer les fesses allait en s'accroissant, je dus de bonne heure renoncer de moi-même à grimper sur son échine, préférant trotter à ses côtés et conserver son amitié. Alors, rien ne me passionnait autant que ces jeux avec les autres filles. Je n'y participais nullement, mais j'y assistais toujours en spectateur émerveillé. La principale distraction des filles consistait à fabriquer des poupées avec des lambeaux de tissu enroulés autour d'un bout de bois. À l'aide d'un morceau de charbon, elles dessinaient délicatement les yeux, le nez, la bouche, puis avec le fil et l'aiguille de la maison, confectionnaient de petites robes bigarrées dont elles revêtaient leurs pelucheuses créatures. Ces poupées étaient appelées arosat, les mariées. Elles donnaient lieu à des cérémonies de mariage où l'époux faisait défaut, mais qui n'étaient pas moins joyeuses. Regroupées autour des arosat, les filles passaient de longs moments à chanter, à battre le bendir, le tambourin, et à déchirer le ciel de youyous stridents. Le premier jour de printemps, le Shaourbe'a, jour de fête dans notre village, les filles mettaient leurs plus belles robes et allaient dans les champs avec de petits paniers de provisions et de petites pioches. Elles sautillaient, couraient au-devant des cigognes et reprenaient en chœur la chanson du printemps. « Ô printemps printanier, dans ce pré tu me verras chaque année, des miens accompagnés. » Elles cherchaient les plantes comestibles qu'elles arrachaient avec leurs petites pioches et recueillaient sur les chardons le halq, une espèce de résine qu'elles mastiquaient à la place du chewing-gum qu'elles ne pouvaient se payer. Elles mangeaient sur l'herbe et rentraient avec des bouquets de narcisses. Le jeu de la julita, le mélange, s'apparentait à un cours pratique d'apprentissage ménager. Les filles se réunissaient dans une impasse ou au fond d'une grande cour et apprêtaient en commun un repas. Chaque participante devait apporter quelque chose de la maison de ses parents. Un légume, un ingrédient, un ustensile de cuisine ou des combustibles. Les participantes jouaient pleinement leur rôle de cuisinière. Elles soufflaient sur le feu, soulevaient régulièrement le couvercle de la marmite, goûtaient la sauce d'un air grave, ajoutaient une pincée de sel ou une tasse d'eau, remuaient et échangeaient leur point de vue. Quand le repas était enfin prêt, elles le servaient dans un immense plat, faisaient cercle autour et l'avalaient avec des mines extasiées. Au fond de la marmite, elles gardaient toujours une louchée qu'elles portaient ensuite à une femme pour avoir un avis d'adulte sur la qualité de leur cuisine. Il y avait un jeu, une sorte de psychodrame, le Nissen, qui associait étroitement les femmes. Les filles jouaient au Nissen quand la pluie tardait à se manifester et que la sécheresse menaçait. Elles prenaient une louche à longs manches qu'elles emmaillotaient avec leur foulard comme un nourrisson, puis, en procession, faisaient le tour des maisons du quartier en chantant une invocation à la clémence du ciel. Alors, les femmes entrebâillaient leurs portes et jetaient une casserole d'eau sur l'épouvantail, arrosant du même coup tout le cortège,
Il s'ensuivait une véritable débandade. Ce jeu disparut avec la guerre. Prête-moi ta plume. Et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Printemps, oh printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant. Toutes les filles vous donneront leurs baisers, puis tous leurs espoirs. Vois tous ces cœurs comme des artichauts qui s'effeuillent en battant pour s'offrir au badaud. Vois tous ces cœurs comme de gentils mégots qui s'enflamment en riant pour les filles du métro. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant. Tout Paris se changera en baiser, parfois même en grand soir. Vois tout Paris se change en pâturage pour troupeau d'amoureux, aux bergères peu sages. Vois tout Paris joue la fête au village pour bénir au soleil ces nouveaux mariages. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant. Toute la terre se changera en baisers qui parleront d'espoir. Vois ce miracle, car c'est bien le dernier qui s'offre encore à nous sans avoir à l'appeler. Vois ce miracle qui devait arriver, c'est la première chance, la seule de l'année. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, au printemps. L'été, à l'heure de la sieste, ma sœur et ses camarades aimaient se retrouver entre elles, à l'ombre d'un bouquet d'amandiers ou de figuiers. Elles étaient généralement toutes flanquées d'un petit frère ou d'une petite sœur. Ces anges gardiens rassuraient les mères sur la moralité de leurs filles à pareille heure. Elles mâchaient leur chewing-gum végétal et envoyaient derrière elles de continuels jets de salive blanche. Leurs discussions, entrecoupées de rires brefs, de clins d'œil et de mimiques, avaient l'air d'un conciliabule. Parfois, en chuchotant, elles commençaient à se tâter mutuellement la poitrine et même elles roulaient leurs robes jusqu'au bas-ventre avec des gestes subreptices de voleurs. Elles se scrutaient alors un instant, le regard animé d'une intense curiosité, puis, pouffant de rire, tout à coup, elles réajustaient en hâte leurs robes et serraient fortement leurs cuisses comme subitement en proie à quelque frayeur occulte. J'appris peu à peu à sortir seule, ce qui ne déplut ni à ma sœur, que je déchargeais ainsi de ma surveillance, ni à ma mère, qui n'eut plus à supplier celle-ci pour me distraire. Je jouais avec mes petits voisins à proximité des maisons. Nous nous aventurions sur la route du Beylik jusqu'à la fontaine publique pour patauger dans la vasque où bombardaient de cailloux les grenouilles du grand bassin. Inquiètes,
Les mères faisaient de fréquentes apparitions dans le hiatus des portes entr'ouvertes pour voir si leur petit n'avait pas disparu ou s'il n'était pas en train de se battre. Elles appréhendaient beaucoup la bagarre entre enfants. Lorsque celle-ci se déroulait près des maisons, elles ne laissaient pas d'intervenir pour séparer les belligérants. Mais lorsqu'elle avait lieu sur la route du Beylik, territoire où elles ne pouvaient accéder sans voile et sans raison majeure, elles restaient coincées derrière leur porte en se tordant les mains d'impuissance dans l'espoir qu'un passant adulte voulût bien s'interposer entre les gosses. L'après-midi, quand leurs tâches domestiques leur en laissaient le loisir, nos mères venaient s'asseoir sur le pas de leur porte, si naturellement celle-ci ne faisait pas face à la route. Dans le cas inverse, elles se contentaient de l'ouvrir légèrement pour avancer seulement la tête et voir la voisine. Tout en devisant entre elles de choses et d'autres, elles arbitraient nos jeux, morigénant doucement les tricheurs et les violents. Quand nous jouions à cache-cache, nous aimions nous dissimuler sous les ailes de leur châle ou sous leurs amples gandouras dans la chaleur de leur corps. Elles étaient nos complices attendris. Lorsque nous voulions jouer aux chevreaux aveugles, c'étaient elles qui nous bandaient les yeux de leur foulard. Ce jeu qui était notre Colin-Maillard les mettait dans une gaieté enfantine, car il était polisson. Il consistait, en effet, à mettre franchement la main aux fesses de l'enfant aux yeux bandés. Le nom complet de notre Colin-Maillard était du reste assez explicite. Le chevreau aveugle mettait lui la main aux fesses. Mais exaltés et gauches comme nous l'étions, nous outrepassions allègrement cet objectif, nous envoyions la main aussi bien dans la bouche et l'oreille qu'entre les cuisses. Comme nous étions sommairement vêtus, nous nous dénudions gaillardement jusqu'aux épaules. Nos spectatrices s'amusaient bruyamment de notre désordre, et quand c'était une fille qui avait les yeux bandés, on entendait sa mère protester sur un ton faussement indigné qui ne tempérait en rien notre ardeur. Prête-moi ta plume. أجمل هدية ربي عطاني عافاك ما تبكيش وقولي شنو بغيتي كي ندير نعيش أنا إلا تقلقتي ماما عيني كبيدة ديالي أجمل هدية ربي عطاني عافاك ما تبكيش وقولي شنو بغيتي كي ندير نعيش أنا إلا تقلقتي شرك وتفشش كل شي أحضر غير ما تتعصبش قولوا قمر وتشرك وتفشش كل شي أحضر غير ما تتعصبش قولوا قمر واشتح اشتح وانشط انشط واشتح اشتح وانشط انشط يخليك ليا يا نور عيني يا نور عيني كبيرة تنور لحياتي الشوفة فيه بالدنيا وما فيها الله يرد على حياتي محليها حاجة صغيرة نسيلي همي فرحة كبيرة
تتعصبش قولوا قمر وتشرف تفشش كل شي يحضر غير ما تتعصبش قولوا قمر واشتح اشتح ونشط نشط واشتح اشتح ونشط نشط يخليك ليا يا نور عينيا واشتح اشتح ونشط نشط واشتح اشتح ونشط نشط واشتح اشتح ونشط نشط واشتح اشتح ونشط نشط Garçonnets et fillettes jouaient longtemps ensemble. Ils échangeaient des gros mots tombés dans leurs oreilles et se montraient en riant leur sexe. Ce qui abrégeait hélas cette entente, ou du moins précipitait sa fin inévitable, c'étaient les insidieuses remarques que les hommes s'amusaient à faire aux petits mâles. Ils les provoquaient en leur disant que le temps de frayer avec les petites femelles était désormais révolu, qu'ils devaient dorénavant penser à avoir un comportement digne de leur pénis, jouer entre garçons à des jeux de mâles et ne montrer que du mépris pour les fillettes et leurs jeux. Mais regardez-moi ce veau, il batifole encore avec les filles. C'est pas un homme celui-là, me lança un jour mon frère, alors que, tout exultant, en compagnie d'un groupe de fillettes, je célébrais l'apparition d'un magnifique arc-en-ciel en criant « À moi le bleu pour en tisser une ceinture à maman, à moi le vert, à moi le rouge !» Troublé et un peu honteux, je me suis retiré du jeu et mon frère m'a prodigué des encouragements. C'est probablement à dater de ce jour que j'ai cessé de célébrer l'apparition de l'arc-en-ciel, quel que fût son éclat, et de jouer avec mes petites voisines. « Je vous dis que je ne veux plus jouer avec vous !» leur criai-je lorsqu'elles m'invitaient à les rejoindre. « Mais pourquoi? Nous ne t'avons rien fait. »« Parce que vous êtes des filles et je suis un homme. Je ne joue pas avec vous. Allez, partez !» Quand elles insistaient, je les chassais avec rudesse. À la longue, chaque enfant finissait par se délimiter un territoire de jeu, un petit fief, où il apprenait, tyrannique et capricieux, à régner sur ses camarades. C'est ainsi que, lorsque mes petits voisins venaient jouer à l'automobile devant la porte de mes parents où gisait une vieille roue de brouette, c'était à moi et à nul autre que revenait le droit de prendre place face à la roue, volant du véhicule, et d'émettre à ma guise des Mes compagnons, sagement assis derrière moi, n'étaient que de simples passagers que je pouvais à tout moment faire descendre. Mais lorsque nous nous rendions dans le bosquet du père de Majid pour faire le cheval sur un amandier rabougri à la forme biscornue, c'était lui qui conduisait le valeureux coursier. Il le faisait hennir à sa fantaisie. Il en allait de même avec Salah quand il s'agissait de pisser sur le ruban de ciment ceinturant la maison de ses parents. Il pissait toujours en premier, et les jours où je le chassais de mon auto, il m'interdisait ce plaisir. Les espaces que nous décrétions nôtres pouvaient englober le tronçon de route ou de chemin faisant face à la propriété familiale, ce qui engendrait des litiges insolubles entre les expansionnistes et les passants qui s'y attardaient fortuitement. « Et toi, ne reste pas là, marche ta route !»« Mais je suis sur la route du Beylik. C'est à ton père, la route du Beylik ? Tout ça, c'est à nous, c'est devant notre maison. Et si je veux, je ne laisserai personne passer, même les hommes. Et ce poteau, il est aussi à ton père. Bien sûr, n'y touche pas, sinon gare à toi. Et le fossé,
Tout est à nous, la route, le poteau, le fossé et même le ciel qui est au-dessus. Ferme les yeux, ne regarde pas notre ciel. Va devant la maison de ton père. Prête-moi ta plume. أعذاب قلبي واشتاق يطفي مشنابي ضعت يا أحبابي طيبوا دليلي الرصامة من فراق بختام كل ساعة تاخذني بهتام وعظات موتان صايرين بالحب رمام جاو في ثلاثة بخت خير وخنتا ديك لديك ترتا حارزين وصايا الوام حب منيتيهاش كل يوم دوم على الجاج مع الوطن والفجاج ضيقوا عليا الأقلام جاو في ثلاثة بخت خير وخنتا جاوني في ثلاثة جاوني لمحان مجروح خاطري نوح مجروح في دقة الروح ما تبطل الصبر الجام باتت شيوخة كل شيخ يهديني نسخة زي خار خيخة على الوصاب كحلة الأنام جنها عنودي جاية عيني ودينك يا حسودي وما تدير هدر فرضان عشقنا الدادا حبها الحب يتلاقى وقلوب كدا موالمين في العشق توام جاوني في ثلاثة بخت خيرة وخنتا جاوني في ثلاثة جاوني بيتي وصبري مغرام هذا قمري زاد بحسري عولوا عليا الفام بختار وما قلبه سينها فرست فراس
الناس كامل عزاز عزغايتي لي الكلام تعاودني القنطة من نتفكر ديك الشرطة ورسول يبطى يدوروا غزالي الخصام أفلان أيضا أدت العقل والصبر كذا صافية بيضا جاية تزور الحمام جاوني في ثلاثة بختة خيرة وخناتة جاوني في ثلاثة جاوني زين تنزاها ما لقيت في الغيد ندادها قلبي يبغاها وغيرها الخوات حرام زينة الفصالة ما نسيتها يا رجالة مو حلال ما نصيبها في الريام صيفة الثرايا صانها حبيبي وعدونا راح الصبية عدك يلي شافناه جنها بلاوي امحان البوخ داوي ما قد مداوي دالخالدي يا فهام جاوني في ثلاثة بختة خيرة وخناتة جاوني في ثلاثة جاوني En toute liberté. Avec l'assurance des ans, nous repoussions les bornes de notre espace ludique aux confins du stade et même au-delà, le long des champs de blé et des ravins échancrés qui couraient en contrebas de notre quartier. Cette volonté d'évasion et d'aventure, dont nous étions animés dès l'âge de 5 ou 6 ans, nous permettait de prendre de façon définitive nos distances vis-à-vis des filles, condamnées à ne jamais quitter les alentours immédiats des maisons sans raison majeure. Enclines à l'inquiétude dès que nous nous éloignions de leur giron, nos mères ne tarissaient pas de récits terrifiants pour impressionner nos jeunes imaginations, et par là nous retenir à la maison, à l'abri des coups de soleil, dont du reste elles ne nous parlaient jamais. Notre croque-mitaine était le Nedjem, ou lépreux, qu'elle nous peignait sous l'aspect saisissant non pas d'un pauvre malade suscitant la compassion, mais d'un monstre sournois et sanguinaire. Le Nedjem sortait de son repère à l'heure de la sieste, l'heure la plus propice pour tendre des pièges sans crainte d'être dérangé par les adultes assoupis aux enfants que la désobéissance et l'imprudence avaient égarés sur son chemin. Il se déplaçait avec la lenteur d'une tortue et son corps sous ses hardes était entièrement couvert de pustules et de sanies. Mais le plus effrayant, c'était le coutelas extraordinairement affilé qu'il portait sur lui pour pouvoir éventrer ses petites victimes après avoir endormi leur méfiance par des sourires, des mots tendres et des bonbons. De la poitrine de l'enfant, le Nedjem extirpait le cœur tout sanguinolent et le dévorait tout cru, car il était dit qu'il ne guérirait de son mal qu'après avoir absorbé à l'état brut 7 cœurs d'enfants et 7
cœur de chien. Prête-moi ta plume. Autre qui nous soustrayait à la surveillance de nos mères, le stade, riche en possibilités de jeu, nous permettait de nous ébattre à loisir. Il y avait de l'espace pour jouer au ballon, pour courir, pour lancer des cailloux, sans risque d'éborgner les passants. Il y avait les montants des buts, qui servaient à des exercices d'acrobatie et de barres fixes. Sur le pourtour du terrain, il y avait des talus où nous jouions au toboggan et des monticules de terre fraîche sur lesquels nous aimions sauter à pieds joints et faire des cabrioles. Mais ce qui nous faisait le plus plaisir, c'était la décharge municipale qui jouxtait le stade. Dès 9 heures du matin, nous y venions en groupe et attendions de pied ferme l'arrivée du tombereau. La prospection du dépotoir ne mettait en rogne nos mères que si nous rentrions à la maison, crottés plus qu'il n'était permis, ou avec les nippes en lambeaux, conséquence fâcheuse d'une empoignade autour d'un objet ayant tiré l'œil à plus d'un gosse résolu. Nous y ramassions toutes sortes d'objets propres à figurer dans nos collections de jouets hétéroclites. Boîtes, fioles, pneus, stylos vides, bouts de fil de fer et de ficelle, vieux catalogues de mode jetés par les Français, et aussi des cartons et des planches que nous portions fièrement à nos mères pour garnir le canon et éventuellement pour justifier notre piteuse apparence. L'objet le plus précieux que j'ai pu ramener de mes errants sur le dépotoir fut une cuillère à café que ma mère, aussitôt qu'elle l'eut vue et soupesée, déclara être en argent massif. Frottée avec une poignée de sable fin pour briller davantage, elle fut rangée parmi les ustensiles de valeur. Quand ma mère la sortait, elle ne manquait jamais de dire, avec un sourire plein de malice, en me regardant du coin de l'œil, « Regardez, c'est en argent. Soupesez, vous verrez. C'est mon fils qui l'a trouvé aux ordures. » Comprenez, aux ordures. Au mois de juin, nos jeux étaient dominés par la chasse au criquet. Certaines années, ces déprédateurs arrivaient en force et causaient de gros dégâts dans les champs de blé et d'orge. Ils étaient gros, d'un jaune vif, et pourvus d'ailes puissantes et de pattes longues et musclées, hérissées de pointes à la manière d'une scie. Excités par leur tourbillonnement incessant dans la lumière accrue, nous les poursuivions en émettant des cris hystériques sur le stade et sur la lisière des champs avoisinants. Pour les capturer, nous utilisions bérets, chachillas, chapeaux de paille et même parfois nos chemises que nous faisions joyeusement volter en l'air. Sur les aspérités abdominales des sauterelles que nous attrapions, nous nous ingénions à lire des chiffres estampés par je ne sais quelle mystérieuse main. J'ignore comment cette idée bizarre nous était venue, mais toujours est-il que ce décryptage nous passionnait au plus haut degré, comme s'il devait nous révéler quelque message primordial en provenance d'un ailleurs omniscient. Avant de relâcher la sauterelle, nous lui plantions dans l'anus une petite fleur. Elle reprenait péniblement son vol, mais, alourdie par sa nouvelle parure, elle ne tardait pas à retomber sur le sol en s'agitant désespérément. Nous l'écrasions alors d'un coup de talon ou avec un caillou. Nous étions animés d'une rage destructrice envers toute bestiole que le hasard mettait sur notre chemin.
Nous écrabouillions les orvets et les lézards, nous lapidions les chiens et les chats errants, nous sectionnions les lombrics en plusieurs anneaux pour le plaisir de les voir se tordre sur la terre mouillée. Avec des bâtons, nous semions la panique dans les fourmilières, nous nous acharnions tout spécialement sur les fourmis rouges, agressives et véloces, que nous appelions fourmis françaises, par opposition aux fourmis arabes, brunes, minuscules et tout à fait pacifiques. Nous n'étions délicats qu'avec les libellules, créatures graciles qui nous charmaient par leur science. Lorsque nous en découvrions une dans l'herbe, nous la posions sur une main et lui demandions du ton le plus grave: « Libellule, jolie libellule, je t'en prie, dis-moi de quel côté se trouve la maison de mon oncle maternel. » En guise de réponse, l'insecte devint remuer doucement ses fines pattes, et quelle que fût la direction qui nous indiquait, il nous comblait d'aise et nous le remettions tout de suite en liberté. En hiver, nous nous adonnions passionnément à la chasse aux oiseaux. Nous en oublions ainsi le froid qui nous mordait à travers nos minces vêtements. Pour fabriquer une terbola, comprenez tire-boulette, il nous suffisait d'un petit manche de bois fourchu et d'une paire d'élastiques taillés dans une vieille chambre à air. Les jeunes enfants se faisaient aider par leur mère. L'autre arme usitée était le piège, composé de 2 demi-cercles et d'un puissant ressort acheté au souk qu'on enterrait sous une mince couche de cendre en veillant à ne laisser apparent que l'appât, un chapelet de grains de blé ou un asticot blanc. Dès que l'oiseau était abattu ou capturé, l'enfant se précipitait pour le recueillir et, sans perdre un instant, l'égorgeait avec n'importe quel objet tranchant, un canif, un tesson de verre ou encore en se servant de ses ongles. Une pratique qui me soulevait le cœur de dégoût. Si l'oiseau mourait avant d'avoir été saigné, sa consommation, conformément à la loi religieuse, devenait illicite. Et c'était alors le matou qui en héritait, au grand dommage du chasseur et de ses petits frères et sœurs, ces derniers ayant toujours droit à une part de la prise. Cette part pouvait être une aile, une cuisse, mais jamais la tête, qui revenait d'autorité au chasseur, car il est dit « Plus on mange de têtes d'oiseaux, et plus on excelle dans la chasse. » Nous n'attaquions jamais la cigogne et l'hirondelle, qui semblaient porter sur leur plumage une immunité que personne ne s'avisait de transgresser. Les grandes personnes nous racontaient en effet que ces 2 volatiles avaient été autrefois, dans la nuit des temps, des êtres humains, tout comme nous. Mais un jour, Allah les avait transformés, métamorphosés en oiseaux, pour les punir de leur turpitude. L'hirondelle s'était amusée à faire ses ablutions avec du café, d'où sa couleur foncée, et la cigogne avec du lait, d'où sa couleur blanche. Si l'hirondelle recherche le voisinage des hommes pour bâtir son nid, c'est parce qu'elle se souvient, avec une douloureuse nostalgie, de son état premier. Quant à la cigogne, si elle craquette le bec tourné vers la Mecque, ce n'est pas par nature d'oiseau babillard, mais pour s'acquitter de la prière comme tout bon croyant. « Attention !» me rappelait ma mère, pour me prévenir en faveur de ces oiseaux sacrés. « Garde-toi bien de leur jeter des pierres ou de démolir leur nid. Tu tomberais malade, et gravement. »
Si les hirondelles m'agaçaient quand je les entendais trisser dans notre maison où elles étaient installées à demeure, les cigognes distantes et majestueuses avaient par contre toute mon estime. Dans ma petite enfance, je n'oubliais jamais, quand je rencontrais une cigogne, de lui crier « Oh, toi, la cigogne, peux-tu me donner l'heure ?» C'est mon père qui m'avait appris que les cigognes, comme les dindons, savaient parfaitement l'heure qu'il est, oui. Par la suite, influencé par la grivoiserie de la rue, je leur chantais, de concert avec les polissons du quartier, un tout autre couplet. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume. Émission réalisée par Souber Ketani. Tous les ans, au printemps, elle revient, la cigogne, apportant, paraît-il, aux parents des enfants. C'est vraiment surprenant, mais aussi très charmant.